Merci beaucoup, Ron, et merci au Cercle canadien pour votre invitation. C'est un grand plaisir d'être ici à Montréal. C'est un grand plaisir de n'être pas à Ottawa. Je suis tout juste de retour. Peut-être je reste ici, si c'est possible. Je suis tout juste de retour des réunions du G20 au Mexique. Et même si les sujets importants abordés ont été nombreux, une grande partie de nos discussions ont porté sur les progrès accomplis dans la réforme du secteur financier mondial. Et le but de mon propos aujourd'hui est de faire le point sur ce qui a été réalisé et ce qu'il reste à faire. L'importance de ces efforts devrait être évidente. Il y a 5 ans, la perte totale de confiance dans le secteur financier privé n'a pu être entraînée que par des mécanismes de soutien exceptionnels dans les plus riches économies du monde. Au cours de la récession qui a suivi, l'économie mondiale a subi des pertes de production de plus de 4 000 milliards de dollars et l'élimination de près de 28 millions d'emplois. Ici au Canada, nous avons appris que mettre de l'ordre dans ses propres affaires ne suffit pas. Malgré la robustesse et le bon fonctionnement de notre système financier, le PIB a reculé de près de 70 milliards de dollars et plus de 430 000 emplois ont été perdus. Même si nous avons plus que récupéré toutes ces pertes, notre économie est toujours freinée par la faiblesse de la reprise à l'échelle du globe. Et c'est pourquoi il est important pour tous les Canadiens et Canadiennes que tous les pays mettent en œuvre ces réformes. Alors, pour faire le bilan de la situation dans les pays du G20, je mettrai l'accent sur 3 questions. Premièrement, les banques sont-ils plus sûres aujourd'hui? Ensuite, avons-nous mis fin au phénomène des institutions jugées trop importantes pour faire faillite? Et finalement, le secteur bancaire parallèle est-il une force bénéfique ou maléfique? Alors, permettez-moi d'aborder la première. La fragilité du système bancaire a été cruellement révélée par la crise. Bien des gens se rappellent le moment décisif de la défaillance de Lehman Brothers. Or, ce n'est qu'un exemple des failles généralisées des modèles bancaires dans des économies avancées, sauf le Canada. En 2008, de grandes banques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Irlande, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique ont fait faillite ou ont été secourus par l'État. Ce qui est exaspérant, c'est que la veille de leur effondrement, chacune des banques se vantait d'avoir un niveau de fonds propres qui dépassait de beaucoup les normes en vigueur à l'époque. Comment était-ce possible? Dans certains cas, on s'est aperçu quand les choses se sont gâtées que d'expositions au bilan, révélées ont fait de la responsabilité des banques. Dans d'autres cas, les bilans regorgeaient des produits structurés, supposément sans risque, qui étaient en fait terriblement toxiques. En somme, les anciennes normes de fonds propres reposant sur le risque étaient à la fois trop faibles et trop faciles à contourner. Cela s'est révélé désastreux lorsque les banques ont dû absorber les pertes. So it should be no surprise that when building a more resilient financial system, the G20 started with strengthening the bank capital regime. With the new Basel III rules, the quantity and quality of bank capital are being immensely improved. In total,
The largest banks in the world will have to hold at least seven times as much capital as they did before the crisis. Well, these measures are scheduled to be implemented over the next 6 years. The best banks are not waiting to rebuild confidence in their soundness. Since the end of 2007, major banks in the U.S. and Europe have increased their common equity capital by over $575 billion. In general, the industry can meet the new targets, tough as they are, through earnings retention over the long transition period. For example, for all large banks to reach the Basel III common equity target by January of 2019, they need to raise an amount about equal to their aggregate post-tax profits last year. I'm pleased to say that Canadian banks are setting the pace. Since the end of 2007, our major banks have increased their common equity capital by 70%, or $67 billion. All major Canadian banks are expected to meet the most stringent Basel test, that is the test for 2019, by this January, 6 years early. But, of course, meeting just one ratio isn't going to be enough. In an ideal world, regulators would accurately measure the riskiness of banks' assets when setting leverage targets. But who lives in a world where risks are known with certainty and can be measured with precision? Therefore, as a backstop to the inherent imperfections of the risk-based capital framework that I just described, a simple but effective leverage ratio has been imported from Canada, where OSFI, our regulator, had it in place. This leverage ratio has been imported from Canada and put into the new global standard. The leverage ratio sets a cap on how many assets a bank can hold for each dollar of equity, and it protects the system from risks that we might think are low, but in fact are not. Now, a bank's resilience is a function of much more than just capital. It requires better risk management and improved governance. And I'll conclude in a few minutes. I will conclude in a few minutes. Well, maybe more than a few minutes, but so sit comfortably. With some comments on how the totality of the FSB reforms will encourage just that is, better risk management and better governance. Les mesures prises jusqu'à présent ont contribué à réduire la probabilité de défaillance, mais puisque des défaillances surviendront encore, il faut en atténuer les effets. En particulier, nous devons nous attaquer une fois pour toutes à l'injustice engendrée par un système qui privatise les gains et socialise les pertes. En redonnant le capitalisme aux capitalistes, il y aura plus de discipline au sein du système et avec le temps, les risques systémiques baisseront. De plus, le fait de savoir que de grandes entreprises peuvent faire faillite sur les marchés éloignés, sans grandes conséquences chez nous, rétablira la confiance à l'égard d'un système mondial ouvert. En plus du coût public des sauvetages, il faut tenir compte de la subvention implicite, qui est moins transparente et qui perdure. En raison du soutien direct et des garanties implicites offertes par l'État, les grandes banques internationales profitent de coûts d'emprunt plus faibles. Dans les faits, les 20 grandes banques mondiales ont ainsi économisé 70 milliards de dollars par année au cours des 12 mois qui ont précédé la crise. Cela équivaut à 20% de leurs bénéfices. En outre, le problème de l'aléa moral associé au soutien implicite de l'État peut amplifier la prise de risque, réduire la discipline du marché, créer des distorsions de concurrence et accroître davantage la probabilité de tension. So, to eliminate those costs on taxpayers and to promote market discipline, G20 countries are taking several steps. First, the FSB has identified those banks that are systemically important at a global level based on their size, their complexity, and their interconnectedness with other aspects of the financial system.
I should say there are no Canadian banks on that list. Second, to address systemic and moral hazard risks associated with these so-called SIFIs, these large banks, the FSB has developed a range of measures known as the key attributes. When implemented, they will help ensure that any financial institution can be resolved without severe disruptions to the financial system and without exposing taxpayers to the risk of loss. Under these key attributes, bondholders, shareholders, and management, rather than taxpayers, will have to bear the brunt of losses as a result of a new so-called bail-in power in all G20 member countries. Authorities will therefore have the ability to convert private debt to new equity, to share in the losses, and to recapitalize failing institutions. The knowledge that this could happen should enhance market discipline of private creditors who previously enjoyed a free ride at the expense of taxpayers. While these measures are being implemented, the FSB is also working to extend the framework to other systemic financial firms, including domestically systemically important banks, global insurance companies, non-banks such as hedge funds, and other core financial market infrastructure. Nous avons fait de solides progrès, mais nous ne savons pas encore si nous avons réussi à mettre fin au problème des banques jugées trop importantes pour faire faillite. Ainsi, les agences de notation continuent de hausser les notes des grandes banques dans une proportion qui tient compte d'un soutien implicite de l'État. Cette majoration a augmenté depuis la crise. Selon certaines estimations, l'apport implicite des contribuables à ces institutions pourrait avoir été multiplié par 10. Alors, malgré les déclarations des chefs de G20, les investisseurs semblent penser que les gouvernements vont de nouveau faiblir si une grande banque fait faillite. Cela montre que nous avons besoin de lois plutôt que des propositions. Mais cela pourrait aussi indiquer la nécessité de prendre d'autres mesures et de dresser des plans clairs pour la résolution de chaque institution d'importance systémique. Il s'agit notamment de rendre plus efficaces les accords transfrontières pour le règlement des faillites, définir clairement les titres pouvant être requalifiés pour mieux absorber les pertes, exiger un montant minimum pour ces titres et finalement publier une procédure présumée de résolution. Cette semaine à Mexico, nous nous sommes entendus pour redoubler nos efforts. Au sommet de Saint-Pétersbourg en septembre prochain, le CSF, c'est-à-dire le FSB, déterminera si nous avons réglé le problème des institutions trop importants pour faire faillite. Et je suis convaincu que le G20 sera d'accord pour aller de l'avant avec toute autre mesure nécessaire. Alors, troisième sujet. Les actions que les autorités mènent accroître la sûreté du système bancaire classique soulèvent certaines préoccupations légitimes. Les gens craignent que ces actions poussent les risques vers le secteur bancaire parallèle, appelé parfois shadow banking en anglais. C'est une partie pourquoi le CSF a lancé une réforme en profondeur de la surveillance et de la réglementation du secteur bancaire parallèle qui vient d'être approuvé par le G20. On définit le secteur bancaire parallèle comme les activités d'intermédiation de crédit faisant intervenir des entités et des activités extérieures au système bancaire classique. Si elle est menée correctement, cette intermédiation peut certes être utile pour remplacer le financement bancaire et soutenir de l'activité de l'économie réelle. Mais la crise nous a montré que les entités non bancaires
peuvent mener leurs activités à une grande échelle qui créent des risques semblables à ceux d'une banque sur la stabilité financière. Il en va de même pour certains types de transactions non réglementées. Comme c'est le cas des banques, le système bancaire parallèle peut être vulnérable à des retraits massifs, ce qui augmente le risque systémique. Cela peut alimenter les cycles de surchauffe lors d'un excès de confiance, et cela peut amplifier les cycles de récession à la suite d'une chute soudaine de la confiance. For example, in a dynamic that fed the U.S. housing bubble, the value of so-called structured investment vehicles tripled in the 3 years to 2007, and credit default swaps grew sixfold. Following the sudden reappraisal of the creditworthiness of these instruments, asset-backed commercial paper markets froze, SIVs failed, and money market funds in the U.S. experienced runs. The feedback to the regulated banking sector was immediate and devastating. Money market funds pulled their short-term funding from the banking sector. Other core financial markets, such as repo and over-the-counter derivatives, freezed up. Virtually all American investment banks and many American and global commercial banks could not roll over their funding position. And it was during this time that the Canadian non-bank ABCP sector, a classic shadow banking activity, also collapsed. And only the Herculean efforts of the public and private sector, and I should note, Madame Jérôme Forget, je crois elle est ici. Oui, merci pour vos efforts. Only these efforts, of which she was a leader, through the Montreal Accord, could resolve this debacle. Now, we should all hope that the lessons of these sorry episodes will remain fresh in the minds of investors, banks, and regulators for some time. However, experience suggests that it'd be foolish to rely on memory alone, and that's why the FSB and the G20 are acting. Our core objective is to address bank-like risks to financial stability that emerge outside the regulated banking sector. At the same time, as I said earlier, we want to preserve sustainable non-bank funding models that do not pose such risks, but which provide needed competition for banks and needed credit for the real economy. Initial recommendations will be released within the next 2 weeks for public consultations. These are the recommendations we agreed earlier this week in Mexico. Detailed assessments of the impact of these measures on the financial system and on economic growth will be conducted in the coming months. And based on these findings, the FSB and the G20 will agree, or are scheduled rather, to agree a final integrated set of recommendations at the leaders level in St. Petersburg next September. Now, I've spent some time outlining an ambitious and necessary set of measures that will significantly improve the safety and stability of the financial system. The fact is, the unique nature of financial firms and the enormous costs of their failure require regulation and supervision to supplement internal governance of banks and to supplement market discipline. The new Basel capital and liquidity rules will encourage better risk management. New FSB compensation standards that were put in place a few years ago are better aligning incentives of bankers and shareholders with the needs of the broader economy. More intensive and effective supervision, modeled along the lines of what our regulator, OSFI, does, will reinforce internal governance and risk management. But it should be clear that the point of these measures is not to pile up so much capital and so many regulations that banks are never heard from again, either as a source of risk or, more importantly, as a source of credit to the real economy. We know that no supervisory system can catch everything. And the main responsibility for identifying and managing risk rests with each firm's management, whose risk managers, compliance staff, and internal audit personnel will always greatly outnumber, and always should greatly outnumber, the resources available to supervisors. And since regulation alone cannot optimize risk and return, the FSB is taking steps to enhance the role of the market in achieving the right balance.
By ending too big to fail and thereby subjecting firms to the ultimate sanction of the market, discipline in the system will increase. In Mexico, the G20 also endorsed the FSB's new roadmap to end the mechanistic reliance of both the public sector and the private sector on credit ratings. Doing so will promote diverse private sector judgment, reduce cliff effects, and build resistance. Moreover, improving risk disclosure, risk governance, and risk management will further build a more resilient financial system. And that's why we welcome the recently published report of something called the Enhanced Disclosure Task Force. This is a private sector effort that was encouraged by the FSB, which offers a set of detailed recommendations to provide investors with better disclosure about bank business models, key risks, and risk management practices. And this should contribute over time to improved market confidence in these financial institutions and better market functioning, and it will complement the regulatory efforts of the public sector. And I would strongly encourage banks to implement these recommendations. As the Basel rules are being implemented, as changes by the public sector to market infrastructure are being enforced, and as banks and crucially their investors develop a better appreciation of their prospects for risk and return, banks are beginning to change their business models. Already, a couple of those large international banks have fallen off that list that I spoke of earlier, the list that we develop of the most systemically important banks. And they've fallen off the list because they downsized, they simplified, they de-risked their business models. Other institutions are de-emphasizing high-profile but risky capital markets businesses that benefited employees more than shareholders. As the reform process progresses, we can expect further adjustments which would ultimately lead to a more resilient, diversified sector with a more sustainable risk-return profile. Alors pour conclure, le mois dernier à Tokyo, le FMI a demandé avec raison si le système financier était plus sûr aujourd'hui qu'à la veille de la crise. La réponse est oui. Dans un contexte économique difficile, les banques ont néanmoins beaucoup accru leurs fonds propres et amélioré leur liquidité. Elles sont plus actives dans la gestion des risques. Les pays appliquent avec diligence des mesures qui permettront de résoudre les défiances des institutions financières. L'infrastructure des marchés des dérivés est en voie d'être transformée afin d'atténuer des risques systémiques. La taille du secteur bancaire parallèle a reculé de 20 points de pourcentage par rapport au PIB. En plus, le secteur est retourné au niveau observé pour la dernière fois en 2004. Toutefois, malgré les progrès accomplis, le système financier mondial n'est toujours pas aussi sûr qu'il devrait l'être. Beaucoup de choses ont été réalisées, mais il reste encore énormément à faire. L'ambitieux programme de réforme que je viens de décrire se traduira par une différence énorme lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre. Tous les pays du G20 doivent mettre la barre plus haut. Voilà pourquoi le CSF se concentre de plus en plus sur une mise en œuvre rapide et cohérente des réformes convenues. Nous pointerons de doigt ceux qui traînent les pieds ou contournent les règles et les obligeront à rendre des comptes. L'argument en faveur de la réforme est aussi éloquent aujourd'hui qu'il était quand le G20 a lancé le processus en 2008. Les mesures pour renforcer la stabilité financière visent à soutenir l'expansion économique et la création d'emplois plutôt que de les freiner, même à court terme.
La croissance de crédit a repris dans les pays où les institutions financières ont résolument renforcé leur bilan, réorienté leurs activités commerciales essentielles et amélioré leurs sources de financement. Autrement dit, dans les pays où les institutions financières sont revenues à un modèle économique plus viable. Comme je l'ai souligné aujourd'hui, d'autres mesures s'imposent, mais je peux vous assurer, d'après les récentes conversations que nous avons eues à Mexico, que le G20 et le CSF demeurent résolus à créer un système financier mondial plus résilient et plus efficient. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Carney d'avoir partagé avec nous votre vision aujourd'hui. J'inviterai maintenant M. William Down, président de BMO Groupe financier, à venir remercier notre conférencier au nom du Cercle canadien. Mr. Down.